S'il y a une question qui revient très souvent dans le domaine de l'investissement, mais que ce soit l'investissement en crypto, l'investissement en bourse, etc., c'est finalement quel portefeuille avoir, quelle allocation d'actifs avoir. Et tu le sais, cette question, elle doit être à la fois très personnelle, mais elle doit être également aussi sourcée avec des données historiques, elle ne doit pas être choisie au hasard, etc., etc. Et donc moi, dans cette vidéo, au lieu de te dire la meilleure allocation de portefeuille, ça va être celle-ci, parce que la meilleure allocation de portefeuille, encore une fois, n'existe pas. Il existe des allocations de portefeuille, et après, il va falloir déterminer celle qui va te correspondre, toi, à titre personnel, par rapport à ton profil d'investisseur et par rapport à tes objectifs en termes de risque et en termes de rendement, ça ne change pas. Mais plutôt que de te dire voilà l'allocation de portefeuille ou voilà les différents types d'allocations qui existent, je vais te prendre des éléments concrets, je vais te montrer des portefeuilles qui ont été présentés par des investisseurs connus, et d'ailleurs pour la majorité d'entre eux qui sont multimilliardaires, donc qui ont quand même fait leurs preuves, et c'est quand même des personnes qui ne disent pas tout et n'importe quoi. Mais l'objectif de cette vidéo, ça va être de te donner des outils, des ressources nécessaires et importantes à avoir en tête pour que tu puisses comparer les portefeuilles les uns avec les autres avec des données chiffrées, avec des données vraiment pragmatiques que tu pourras analyser, que tu pourras éventuellement peut-être faire varier, modifier pour adapter les allocations de portefeuille et peut-être trouver celle qui va correspondre à tes objectifs personnels. Pour comparer les portefeuilles les uns avec les autres, il y a plusieurs variables qu'il va falloir que tu maîtrises et que tu aies en tête pour pouvoir vraiment comparer ce qui est comparable. Qu'on ne s'amuse pas à comparer des torchons avec des serviettes, encore une fois, il y a vraiment des points importants à avoir en tête. Il y a plusieurs critères que tu peux être amené à utiliser, moi je vais t'en présenter 4. Premièrement, il va y avoir l'écart type. Donc l'écart type, ça va correspondre en gros, si tu veux, à la volatilité. Plus tu vas avoir un écart type important, donc une standard deviation en anglais, qui va être importante, plus on va considérer que le risque va être élevé puisque la volatilité va être élevée. Ensuite, tu vas avoir le drawdown, donc ce qu'on appelle aussi le max drawdown. Ça va nous permettre de déterminer la valeur, la valeur de baisse, en tout cas la volatilité la plus importante entre le point le plus élevé et le point le plus bas d'un placement au cours d'une période déterminée. Si j'analyse un portefeuille sur une période de 50 ans et que j'ai un max drawdown de 50%, ça veut dire que sur les 50 années, entre le point le plus haut et le point le plus bas, il y a eu 50% de volatilité sur mon portefeuille. Donc ça me donne une idée, encore une fois, sur le risque que je peux prendre et sur la volatilité générale du portefeuille que je vais analyser. Ensuite, tu vas avoir le bêta. Donc ça, le bêta, ça va nous permettre de comparer les mouvements effectués par un actif par rapport à son marché de référence, ce qui va nous permettre, nous, à titre personnel, de déterminer son niveau de risque par rapport à d'autres actifs de référence. La mesure est effectuée en comparant la rentabilité de l'actif à celle du marché. On peut aussi réduire le marché, par exemple, à un indice boursier comme le CAC 40, le Dow Jones, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est que si j'analyse un portefeuille et que je me retrouve avec un bêta, par exemple, de 1,8, donc j'ai mon actif de référence, ou en tout cas mon marché de référence qui va avoir un bêta de 1, parce que ça va être le marché de référence, et moi si mon portefeuille il est à 1,8 par exemple, donc supérieur à 1, ça veut dire que si le marché de référence, admettons que ce soit le S&P 500 qui varie de 10%, moi si j'ai un bêta de 1,8, ça veut dire que mon portefeuille va varier de 18%. Donc je vais avoir une volatilité supérieure à la moyenne. Donc in fine peut-être un risque supérieur à la moyenne. Si j'accepte de prendre un risque supérieur à la moyenne et donc une volatilité plus importante, j'espère que mon portefeuille sera plus performant sur cette période-là, c'est l'objectif. Ça ne sert à rien d'avoir un portefeuille qui sera plus volatile, plus risqué, si derrière j'ai des rendements qui seront plus faibles. Ça je pense que tu l'auras compris. Et à l'inverse c'est pareil, c'est-à-dire que si j'ai un bêta inférieur à 1, par exemple de 0,7, ça veut dire que si le marché de référence a une volatilité, par exemple, varie de 10%, et que moi j'ai un bêta de 0,7, ça veut dire que mon portefeuille va varier de 7%. Donc j'ai une volatilité plus faible. Voilà, c'est juste ça qu'il faut que tu retiennes. Et enfin, on va voir le ratio de Sharpe. Donc ça va nous permettre de mesurer la rentabilité d'un portefeuille en fonction du risque pris par l'investisseur. Il va comparer les différents actifs en fonction du couple rendement-risque. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si on a un ratio de Sharpe qui est supérieur à 1, plus on va avoir un nombre qui va être élevé, supérieur à 1, meilleur ce sera pour nous et plus le portefeuille finalement sera performant. A l'inverse, si on a un ratio de Sharpe qui est inférieur à 1, ça veut dire que la performance du portefeuille est inférieure à celle d'un placement sans risque. Donc le résultat est négatif, l'espérance de gain étant inférieure au risque malgré une forte volatilité. Ça ne nous sert à rien, encore une fois, de prendre un risque en tant qu'investisseur, d'investir dans certaines classes d'actifs ou dans un portefeuille qui va être plus volatile et moins performant avec une espérance de gain qui va être plus faible. Nous, ce qu'on veut, c'est en effet peut-être accepter de prendre plus de risques à condition que j'ai une espérance de gain qui soit supérieure à la moyenne. Et ça se caractérise finalement par le ratio de Sharpe. Si tu veux comparer tes portefeuilles les uns avec les autres, il y a un site que je t'ai déjà présenté sur cette chaîne qui s'appelle Portfolio Visualizer, qui est un outil gratuit
que tu peux utiliser pour faire des backtests, donc soit en fonction de différentes classes d'actifs, soit avec un portefeuille que tu t'es créé par exemple avec certains ETF, et ben tu vas pouvoir les comparer les uns avec les autres. Là tu vois, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir choisir les dates d'analyse, et puis là tu vas pouvoir choisir tes différentes classes d'actifs. Par exemple, voilà, moi je veux investir sur le marché américain, les larges capitalisations via du S&P 500, et je veux que ça représente 30% de mon portefeuille, donc là je vais mettre 30%. Après je peux investir par exemple sur les métaux précieux, par exemple l'or, et je veux que ça fasse 20% de mon portefeuille, donc je vais le mettre 20%, etc. etc. Jusqu'à arriver à 100%, je peux créer un deuxième portefeuille, un troisième, peu importe, et après je peux les comparer et analyser avec les métriques que je t'ai présenté un petit peu plus tôt. Tu peux faire exactement la même chose avec vraiment un portefeuille d'ETF que tu auras sélectionné, que tu te seras créé, et que tu pourras comparer les uns avec les autres pour trouver le portefeuille qui va te correspondre le plus à titre personnel. Donc moi j'ai fait quelques backtesting avec certains portefeuilles connus, je vais t'en présenter quelques-uns. Je vais beaucoup plus dans le détail dans mon programme qui s'appelle Investisseur Stratège pour t'aider à constituer ton portefeuille d'ETF justement. Donc n'hésite pas à acheter un coup d'œil, je te mets le lien dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Mais là dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur deux portefeuilles que j'ai présélectionnés pour te montrer un petit peu les données que tu peux retrouver et te permettre éventuellement d'aller plus loin si c'est quelque chose qui t'intéresse. Dans le domaine de l'investissement, il y a des personnes qui sont très reconnues dans ce secteur d'activité, comme par exemple Elerian, et il a présenté à plusieurs reprises son portefeuille pour présenter aux gens en fait comment lui il a géré son risque par rapport à la volatilité, par rapport au rendement potentiel, etc., etc. Donc là, je t'ai mis en fait à l'écran sur la gauche la constitution de son portefeuille avec là ici les différents actifs et puis sur la droite l'allocation en termes de pourcentage. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est d'aller en fait sur le site que je t'ai présenté un petit peu plus tôt et je me suis amusé en fait à le comparer à certains portefeuilles classiques type qu'on connaît tous et que je t'ai déjà présenté en long, large, en travers sur cette chaîne YouTube. Notamment, par exemple, le portefeuille numéro 2, c'est le portefeuille classique 60-40, 60% actions, 40% obligations. Donc là, j'ai essayé de reconstituer le portefeuille de Elerian avec ce que j'avais pu retrouver en fait sur le site. Attention, il y a des fois on ne peut pas retourner sur des analyses, par exemple sur 70 ans en arrière, parce que tous les ETF n'étaient pas présents à cette époque. Il y en a qui ont peut-être été apparus, qui sont apparus tu vois, en janvier 2014, et donc ça va limiter quand même énormément l'analyse de tes données. Donc ça aussi c'est un point important à avoir en tête. Après tu t'amuseras à faire tes recherches de ton côté si ça t'intéresse, mais voilà, moi je me suis amusé à faire ça pour te présenter quelques informations pertinentes sur cette vidéo. Donc là tu as le portefeuille qui se rapproche le plus de celui d'Elerian, et en dessous tu as le portefeuille 60-40 qui est aujourd'hui très largement médiatisé pour la constitution en fait, de portefeuille. Donc sur le portefeuille numéro 1, on investit 10 000 $ en janvier 2014. On revient en janvier 2023, on retrouve un portefeuille de 15 794 $. Le CAGR, en fait, ça correspond au pourcentage de rendement, hein, donc on a eu un pourcentage annualisé de 5,16% contre 7,62% pour le second portefeuille. Le STDEV, c'est la Standard Deviation, en fait, ça correspond à l'écart type, donc la volatilité du portefeuille. On a la meilleure année en termes de performance entre janvier 2014 et janvier 2023. La pire année, le max drawdown, donc là on a eu une volatilité maximum entre janvier 2014 et janvier 2023 de près de 20% sur le premier portefeuille contre 26,93% pour le second. Et le ratio de Sharpe, donc on a là 0,50 pour le premier et 0,67 pour le second. Notre objectif, nous, c'est d'avoir un ratio de Sharpe qui soit le plus élevé possible, et s'il est supérieur à 1, c'est vraiment top. Après, il y a le ratio de Sortino, j'ai pas forcément envie de t'en parler, et la corrélation au niveau du marché, pareil, j'ai pas envie de t'en parler. Le bêta, tu peux l'avoir aussi sur ce site, il y a des procédures spécifiques à faire, je ne l'ai pas forcément faite là pour te présenter les résultats, mais sache que c'est tout à fait possible de l'avoir. Donc là, en fait, avec ça, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah bah là, il n'y a pas photo. Oui, il y a une volatilité qui est plus élevée sur le second, avec un max drawdown qui est plus élevé, mais les performances sont plus importantes, donc moi je vais aller dessus. Attention, parce que là, tu vois, j'ai analysé les données entre 2014 et 2023. Faut savoir que sur ces périodes-là, ça a quand même été très productif, ou en tout cas très intéressant pour ceux qui avaient une part significative de leur portefeuille sur des actions. D'ailleurs, depuis 2009 jusqu'à 2021, on était vraiment sur un bull market énorme sur le marché des actions. Et donc ça, c'est un point pour moi qui est super important à avoir en tête, parce que ça dépend de ton horizon d'investissement. Moi, je vais toujours privilégier une répartition
de portefeuille qui soit la plus équilibrée, qui soit la plus diversifiée possible. Parce que si tu analyses un portefeuille sur une période où il y a eu un bull market sur un actif particulier, tu peux te dire, ah bah oui, là sur cette période-là, il fallait avoir une part significative par exemple sur les actions. Mais il y a plein de périodes, moi je peux te choisir des périodes où il fallait absolument pas avoir des actions en portefeuille ou très très peu, parce qu'elles ont pas forcément très très bien performé sur ces moments-là si tu veux. Donc moi je vais toujours privilégier et toujours faire attention à la manière dont je vais allouer mon portefeuille parce que sur un horizon de temps, tu vois, d'analyse de portefeuille, par exemple de 10 ans, oui, on peut se retrouver sur peut-être des écarts significatifs sur un portefeuille et de se dire, bah tiens, oui, sur cette période-là, c'était intéressant d'avoir par exemple beaucoup d'actions, mais sur peut-être 50 ans, 60 ans, d'avoir le portefeuille 60-40, peut-être qu'il aurait fallu accepter un drawdown, non pas de 26%, mais peut-être de 50 ou de 60%. Tu vois ce que je veux dire? Et donc peut-être que là, avec un drawdown de 50 ou 60%, peut-être que tu aurais paniqué, peut-être que tu aurais vendu au pire moment, et ça, c'est vraiment un point super important à avoir en tête. Donc moi, tu vois, je choisirais toujours un portefeuille qui va avoir une bonne diversification, quitte à avoir une volatilité qui soit plus faible et surtout des performances qui soient plus faibles. Parce que c'est mon profil de risque, c'est comme ça que je gère mon risque et c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que toi, tu verras les choses différemment, mais encore une fois, ça te regarde. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc là, tu vois, je t'ai mis les deux portefeuilles, je les ai comparés. Tu vas pouvoir voir du coup les performances de ces deux portefeuilles là au fur et à mesure du temps, en fonction des périodes d'analyse que tu pourras étudier. Tu vas voir là les retours annuels sur les deux portefeuilles, en bleu ou en rouge, en fonction de ce que tu vas pouvoir étudier. Et tu auras même la possibilité sur le site de pouvoir voir les performances, les écarts types, le max drawdown, le ratio de Sharpe, mais sur chacun des actifs des portefeuilles que tu auras analysé, ce qui est quand même plutôt intéressant si tu veux faire quelques modifications et te dire, ah bah tiens, ça a très bien performé dans telle circonstance, du coup peut-être que je vais augmenter la part de mon portefeuille aujourd'hui, etc., etc. Tu peux faire des modifications si jamais tu le souhaites. Je vais te montrer un deuxième exemple. Il y a quelqu'un que je t'avais déjà présenté sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Meb Faber et qui a mis en avant un autre portefeuille qui s'appelle le Ivy Portfolio, dans lequel il a mis 20% notamment sur des actions américaines, 20% sur des rates qui sont de l'immobilier coté, mais plutôt en tout cas aux États-Unis. Tu vas avoir une partie sur les obligations, une partie sur les commodities, etc., etc. Donc j'ai fait exactement la même chose. Là, les données elles remontent jusqu'à janvier 2008, jusqu'à janvier 2023, et je l'ai comparé à un portefeuille 60-40. Ce qu'on remarque, c'est que le premier portefeuille a eu une volatilité plus importante que le second. Là, on a eu en effet un écart type qui est plus élevé sur le premier portefeuille que sur le second. Et en plus de ça, on a eu une volatilité, on a eu un rendement qui est plus faible. Donc là, on peut se dire typiquement, il n'y a pas photo. Sur le second portefeuille, entre 2008 et 2023, j'ai investi 10 000 $, je me retrouve avec 27 000 $ d'un côté, avec des performances presque de 7%, un écart type qui va être plus faible, un max drawdown qui est plus faible et un ratio de Sharpe qui est plus élevé. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, il n'y a pas photo, moi je vais me créer ce genre de portefeuille et je ne vais pas du tout partir sur le Ivy Portfolio. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les minutes précédentes. Attention, parce que là, depuis 2008, entre on va dire 2009 jusqu'à 2021, on a été sur un bull market incroyable. Après la crise des subprimes jusqu'à 2021, on a été sur un bull market énorme sur le marché des actions. Est-ce que ça sera encore le cas dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années? J'en ai aucune idée. Je suis convaincu que les actions auront encore des bonnes performances dans les prochaines années, mais il y a quand même un risque à prendre en compte et de se dire, est-ce que ça va encore continuer comme ça? Oui, si tu pouvais revenir en arrière et tu pouvais choisir entre ces deux portefeuilles sur cette période-là d'investissement, bah oui, tu te dis, moi j'aurais pris celui-là. Et en effet. Mais demain, qu'est-ce que le monde sera? Est-ce que ça va toujours être pareil? Est-ce qu'on va toujours avoir les mêmes performances? Est-ce que les actions elles vont toujours aussi bien performer? Est-ce qu'il va peut-être falloir avoir une partie sur les métaux précieux? Parce qu'il y a eu plein de périodes où c'était les métaux précieux et les commodities, donc les matières premières qui ont très bien performé de manière bien plus importante que les actions ou les obligations sur certaines périodes, encore une fois. Donc à toi de voir comment tu veux gérer ton portefeuille, mais moi, encore une fois, je vais toujours essayer de privilégier d'avoir un portefeuille qui va être équilibré et qui puisse répondre à mes attentes à chaque fois en termes de risque et de rendement. Et attention à la manière dont tu vas analyser les données parce que il y a des fois, tu vas pas pouvoir revenir sur un horizon de temps suffisamment long, selon moi, pour avoir une vision la plus objective possible. Donc c'est un sujet dans lequel je rentre vraiment dans le détail sur mon programme qui s'appelle Investisseur Stratège. Je te remets le lien dans la barre d'infos si tu veux en savoir un petit peu plus. Mais voilà, vraiment c'est des questions super importantes à te poser avant de te lancer la bille en tête et de te dire vas-y je crée le portefeuille de cette manière et ça sera forcément le meilleur. Attention, il y a quand même des données à analyser et même avec ces données c'est quand même toujours aussi à prendre avec des pincettes.
Donc tu retrouves pareil encore pas mal d'infos avec les retours sur investissement annuels et tu es capable à chaque fois de pouvoir regarder sur chaque classe d'actifs les informations comme le max drawdown, le ratio de Sharpe, la standard deviation, donc l'écart type, les rendements annualisés et voir finalement si tu veux effectuer quelques changements pour, in fine, créer le portefeuille qui t'intéresse vraiment à toi et qui répond à ton profil d'investisseur. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu t'intéresses à tout ce qui est investissement et plus particulièrement sur l'investissement passif via notamment l'utilisation des ETF, je t'ai préparé un document que tu peux télécharger, que tu retrouveras dans la description de la vidéo, dans lequel je t'ai synthétisé et je t'ai répertorié les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, les meilleurs ETF Smart Beta, etc. Parce que je sais que souvent la sélection des ETF, en tout cas pour les débutants, c'est vraiment quelque chose qui est assez long, assez fastidieux et assez compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce travail-là pour toi. Je sais que ça pourra te faire gagner un maximum de temps. Donc n'hésite pas à le télécharger. Tu as le lien dans la barre d'infos. Tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.